Salut Louis. Salut. Salut Quentin. Salut. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire, ou dans Ouvert pour Inventaire, ou à, comme vous voulez. Ouvert pour Inventaire. Aujourd'hui, on va vous parler de On connaît la chanson, film réalisé par Alain Resnais, sorti en 1997. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, re-bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on vous parle de On connaît la chanson, un film de Alain Resnais sorti en 1997, avec notamment Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, que je connais depuis peu grâce à Quentin, mais voilà, j'éprouve déjà un amour fou pour eux deux, qui ont d'ailleurs écrit le scénario de ce film. Et qui sont splendides tous les deux, en fait, ça y est, je les ai en amour, c'est parti, quoi. Louis, est-ce que tu avais déjà vu le film avant cet épisode, on va dire ? Pas du tout, et en fait, en réalité, je connais d'Alain Resnais particulièrement sa première période, plutôt proche de la Nouvelle Vague, on va dire, vraiment sa période de la modernité cinématographique, type Hiroshima mon amour. Donc une partie moins fun de sa carrière. Oui, j'ai été la partie chiante. Et en fait, c'est marrant parce que ça correspond à l'idée que je me faisais de Resnais, qui est un cinéaste qui s'est détendu avec le temps. C'est-à-dire que souvent, les cinéastes plus vieillissent, plus leurs films deviennent graves, sérieux, etc. Resnais, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il commence avec Nuit et brouillard, et ses derniers films particulièrement, mais en fait, plus sa carrière avance, plus il a fait des films légers, empreints d'une certaine mélancolie malgré tout, mais qui étaient sur des sujets moins graves, des sujets beaucoup plus resserrés, sur quelques personnages, ce qu'ils vivent, etc. Donc je trouve que c'est un parcours assez intéressant, et je pense qu'on connaît la chanson, ça doit être plus ou moins le premier film que je vois de cette période, disons d'après les années 80, quoi. Ouais. Et toi, Quentin ? C'est lui qui a proposé le non, mais moi, depuis l'âge de 12 ou 13 ans, lorsque j'ai rencontré Agnès Jaoui et que je suis tombé amoureux d'elle, à partir de ce moment-là, ma vie n'a plus été pareille. Et donc, on connaît la chanson. Je l'ai revu là pour préparer l'émission, mais c'est un film que j'ai dû voir une quarantaine de fois depuis mes 13 ou 14 ans, quoi. Donc tu connais la chanson. Je connais la chanson, et donc je connais des paroles de trucs où ça c'est devenu dans ma vie, où je chante certains bouts comme dans le film, alors que c'est des chansons genre réalistes d'il y a un siècle, des trucs personne ne sait qui chante ce genre. Ah, boire, bon copain, tu vois. Je faisais ça, j'avais 14 ans. Donc t'imagines bien pourquoi j'étais hyper populaire au collège, quoi. Donc voilà, un gros traumatisme. Et bilan, alors là c'est la première fois j'ai noté une ligne sur ma feuille là, mon truc, tellement je le connais par cœur, et je sais aussi pas quoi dire, parce que c'est la semaine dernière on parlait du casting dingue de Astérix, là le casting de On connaît la chanson, c'est ce que t'as de mieux dans le cinéma français d'il y a 20 ans, quoi. 25 ans. C'est dingue tous ces acteurs, parce que voilà, Sabine Azéma, André Dussolier, j'en ai oublié 14-12, enfin tu vois, c'est incroyable. En fait, pratiquement tous les personnages principaux sont joués par des acteurs de cette époque qui faisaient un peu même partie de la troupe à Resnais, en fait. Toute la bande à Pierre Arditi, Dussolier, ils ont joué dans beaucoup de films de Resnais, et Resnais lui-même disait que le cinéma c'est un travail collectif, et que pour lui les acteurs étaient partie prenante de ces projets, quitte à minimiser le rôle du réalisateur, en fait, même. Et on comprend très bien, et je trouve que ça se voit dans le travail du film, en fait, que les acteurs font partie prenante de la fabrication du film et la manière dont c'est imaginé. Mais, il faut peut-être préciser quand même... Alors, pitcher, peut-être pas, parce que c'est vraiment le bordel, c'est un film choral, en gros. Tous les personnages sont liés, en fait, on se rend compte qu'ils se rencontrent sans comprendre qui ils sont, et en fait, ils se connaissent tous sans savoir qu'ils se connaissent. Par contre, il y a on pourra peut-être revenir sur ce terme, mais un concept, entre guillemets, qui fait un peu la renommée du film, même s'il se limite pas à ça. C'est la vraie fausse comédie musicale, quoi. C'est-à-dire que au lieu de la comédie musicale dans laquelle les acteurs chantent avec leur vraie voix des chansons qui ont été écrites pour le film ou pas d'ailleurs, là ce n'est que des musiques préenregistrées
qui sont diffusés donc sur les lèvres, hein, ils miment finalement la chanson, mais on a bien le son de l'enregistrement de l'époque, donc de l'enregistrement genre de chansons qui ont, oui, je pense pas loin de 80 ballets, des premiers enregistrements d'Eddie Mitchell, on s'en rend compte parce que putain, il avait la voix quand même vachement plus haute que maintenant, et enfin, et voilà, donc c'est très très drôle évidemment, parce que rien que ça produit un effet comique, mais qui est désamorcé par parfois la gravité des chansons, et qui en plus, on pourrait dire, ces chansons sont là pour à la fois combler le dialogue, c'est-à-dire que ça pourrait être ce qu'ils se sont dit, ça pourrait être avoir accès aux pensées des personnages et pas l'autre sur ce moment, parce que parfois ils rebondissent sur la chanson qui vient de se finir, parfois non. C'est quand même une sacrée bonne idée. Hein, c'est audacieux. Et surtout, tu l'as plus ou moins dit, mais vraiment pour bien le préciser, c'est ce qu'on appellerait des standards de la chanson française. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs le titre est assez ludique, c'est On connaît la chanson, c'est une invitation à une espèce de jukebox un peu jouissif parfois, parce que c'est que des chansons très connues. Alors à part celles qui sont très anciennes, on a peut-être perdu un petit peu ces référents-là, mais sinon on a du Téléphone, on a du Johnny, on a du Aznavour. Du Bachung. Ouais, c'est vraiment des chansons qu'on connaît tous, et parfois même, alors moi je me suis fait plusieurs fois la réflexion de me dire, mais c'est fou, parce qu'il y a des chansons que je connais par cœur, alors que j'ai l'impression de jamais les avoir vraiment écoutées. C'est clair. Il y a des chansons de Claude François, moi Claude François j'ai jamais écouté ça de manière intentionnelle, pourtant celles qui sont dedans je les connais par cœur, quoi. Donc c'est vraiment une espèce d'imaginaire commun. Et d'ailleurs, Bakri Jaoui, qui ont écrit le scénario, disent en interview que des fois c'était difficile parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes référents que René. Il y avait des trucs, il y avait certaines chansons qui touchaient René et pas eux, et inversement. Et ils disaient aussi qu'ils avaient choisi des chansons en se disant qu'il y avait un paradoxe avec le fait que c'est des chansons que tout le monde connaît, que du coup ça crée une espèce de langage commun, et que ces chansons, en fait, comme c'était des standards, avaient parfois du mal à exprimer justement la profondeur, disons, émotionnelle de ce que vivent les personnages. Et le film joue sur cette ambiguïté. Et tu le disais très bien, ça vient à la fois combler quelque chose et en même temps traduire parfois l'incapacité de communiquer sur des choses justement intenses au niveau émotionnel, puis intimes, très intériorisé, très intime de certains personnages. Il y a un vrai paradoxe. Des fois, ça vient redire ce que le personnage a dit. Des fois, ça vient combler ce qu'il n'a su dire. Et des fois, parfois même un peu trop rarement à mon goût, ça vient dire autre chose que ce que le personnage pouvait dire. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi un peu, on met une chanson qui va confirmer ce qu'on se pensait déjà. Ça illustre. C'est juste rigolo, quoi. Et des fois, c'est un peu plus intéressant. Il y a un truc quand même qui se joue sur l'impossibilité de dire, mais finalement à chanter aussi, parce qu'ils chantent pas vraiment. Donc c'est dire quelque chose avec une espèce de culture commune et utiliser la chanson populaire comme moyen de dire, en plus des thèmes, c'est sur l'amour, la solitude, surmonter la solitude, les apparences. Je crois que Bakri Jaoui voulait vraiment travailler sur ce sujet, d'ailleurs, les apparences. Les apparences qu'on se donne, que les autres nous donnent, etc. Les personnages sont un peu archétypaux parfois. Oui. Ils sont très sympas. Moi, c'était la première fois que je le découvrais. Je suis très contente parce que ça fait longtemps que je voulais le voir, notamment parce que mon ami Manon adore... Enfin, j'aime aussi beaucoup les comédies musicales, mais adore les comédies musicales. Il m'avait beaucoup parlé de ce film en me disant « j'adore leur voix et tout ». Et moi qui suis justement, qui aime beaucoup les comédies musicales, je trouve ça très intéressant justement ce rapport à la musique complètement différent de... on voit les acteurs chanter, mais on n'a pas leur voix à eux, et je trouve ça très rigolo. Et surtout que ça aurait pu être facilement très gênant. On le voit avec certaines publicités ou certains trucs qui ont été faits après. Et là, en fait, ça marche super bien. C'est hyper soit touchant, soit drôle. Et il y a un espèce de truc où, quand t'es un être humain, parfois t'as des trucs que t'arrives pas à exprimer, et parfois la chanson ça peut aider, ou rien que le fait d'avoir parfois des musiques en tête et pas réussir à te les sortir de la tête, je trouve qu'il y a toutes ces expériences là qui fonctionnent super bien. Et donc très très sympa. Mais par contre, on n'a pas beaucoup parlé de qui sont ces personnages, peut-être qu'on peut les décrire un tout petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Quentin, il vit avec eux depuis des années, donc Alors oui, c'est en plus tu sais voir que ça va être là que je vais avoir des gros trous de mémoire, ça va être super sur les prénoms notamment. Tout dépend, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est un peu comme dans le film dans La Nuit américaine, quand ils doivent expliquer le pitch du film, chacun met toujours son personnage au centre, tu sais. Ouais. Et donc là c'est un peu pareil. Mais ça marcherait pour ce film. Mais oui, tous les personnages sont centrés
centraux et à la périphérie. Exactement. En fonction. Alors, tu pourrais juste, si tu suis la chronologie, tu commences par Agnès Jaoui, qui est une thésarde, qui fait des visites de Paris, machin, hyper historique, et qui est dans son petit groupe, suivi par quelqu'un qui est tombé amoureux d'elle, lui aussi, André Dussolier. Bon, André Dussolier, qui se trouve être agent immobilier dans la boîte qui est tenue par ce gros con de Marc Duverrier, à savoir Lambert Wilson. Et donc, il est son subalterne. Marc Duverrier, qui doit vendre un appartement à Odile, la sœur donc de Camille, Agnès Jaoui, donc la sœur c'est Azéma qui veut acheter un appartement. Elle est mariée avec Pierre Arditi. Et donc elle doit acheter un appartement, c'est grâce à Marc Duverrier que ça va se faire. Et donc Camille croise un jour donc Nicolas, Jean-Pierre Bacri, et lui dit tu devrais appeler Odile parce qu'ils se connaissaient très bien. Donc Bacri retrouve Azéma, et grâce à Azéma, il va pouvoir rencontrer Dussolier parce que c'est grâce à lui qu'il va pouvoir aller visiter des appartements parce qu'il est censé retourner vivre à Paris, revenir vivre à Paris. Et est-ce que j'ai oublié un personnage? On est pas mal quand même. Les là. principaux, je crois que ça sans note. Je suis vraiment impressionné. Premier degré. C'est clair. Et voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que on passe d'un personnage à un autre comme ça, mais qui se retrouvent tous, et notamment à la fin à la crémaillère, quoi. Qui est un peu le point de convergence typique du film choral, où à la fin tous les personnages se retrouvent. Il y a le dénouement de leurs relations et aussi le dénouement des liens qu'ils entretiennent entre eux, même s'il y a eu dans le film quelques révélations. Le moment où André Dussolier comprend que le compagnon de Agnès Jaoui, c'est en fait son patron. Son connard de patron. Qui en plus est particulièrement un gros con. Juste, je voudrais revenir sur ce que disait Lénie sur le fait que c'est pas gênant d'avoir ces morceaux, ça pourrait être malaisant, diraient les jeunes aujourd'hui. Mais c'est très réussi d'un point de vue technique aussi. Oui. Ça s'intègre parfaitement, le passage du parler au chanté et du chanté au parler. Alors notamment quand Bacri chante qu'il a mal partout, impressionnant, parce qu'il chante et d'un coup il fait je me sens pas bien. Et la manière dont ça glisse, c'est hyper c'est presque drôle encore intégré dans la mélodie. Non, c'est formidable. Et du coup, j'ai un petit peu regardé comment c'était fait, et en fait sur le tournage, les musiques étaient diffusées. C'est ça. Pour qu'il fasse vraiment du playback, et l'ingé son explique que être dans le rythme au début d'un playback c'est facile, mais il faut le garder parce que parfois la chanson elle dure quand même plusieurs minutes, et parfois dans un seul et même plan, et donc sur une seule et même prise il y a plusieurs chansons, et donc soit en fait il mettait un signal sonore au début des musiques pour avoir la rythmique, soit il y avait des morceaux où il y avait un petit coup de batterie, une petite mélodie qui permettait de rentrer dans la rythmique, et aussi les acteurs devaient, par rapport à leur travail d'acteur, donner des signes aux techniciens pour qu'il y ait la rythmique collective. Alors Lambert Wilson il dit des fois c'est facile, c'est on allume la cigarette, c'est le signal, mais des fois quand on n'a pas cet accessoire, quand on n'a pas la matière et qu'on est dans une scène où on peut pas avoir une espèce de geste ou d'exubérance, etc. C'était plus technique. Donc il y a eu un vrai travail de fait, et vraiment ils ont travaillé des mois là-dessus. Ils s'enregistraient, et en fait ils lisaient le scénario avec des cassettes préenregistrées, avec les musiques dans le bon ordre. Et donc en fait en lisant le scénario, il y avait déjà toute cette musicalité de la musique elle-même intégrée, mais aussi la musicalité je dirais secondaire du texte, c'est ça en fait, la musicalité de l'ensemble du film, où en fait on a ces musiques qui s'intègrent dans une espèce de rythmique globale qui crée aussi un rythme musical quelque part entre les personnages, la manière dont les chansons s'intègrent, se répondent, etc. Et là on voit très bien à quel point c'est un film d'acteurs aussi, parce que oui c'est pas eux qui chantent, mais la performance, c'est pas une performance de chanson, mais malgré tout, il y a une performance de musical, enfin il y a un truc... Oui, c'est carrément ça. Il y a un truc très technique en fait. Oui. C'est pas juste, ils bougent les lèvres quoi. Il y a un truc vraiment intéressant. Oui, parce que c'est ce que tu dis, mais... C'est vrai que dans certains plans, en fait, la musique commence au début du plan, donc ça se fait, on va dire, plus facilement, entre gros guillemets. Mais oui, comme tu le dis, parfois, t'as plusieurs musiques qui commencent juste après 2 lignes de dialogue, par exemple, et c'est assez impressionnant quand même de les voir faire. C'est bien foutu, quoi. C'est vraiment. Et puis c'est un cadeau énorme pour les chanteurs, tout ça, parce que avoir sa chanson dans un film comme ça. Enfin, je dis ça à titre personnel parce que par exemple, il y a plein de chanteurs que je déteste, enfin ou que j'aime pas particulièrement. Détester, peut-être le terme est un peu fort, mais une fois que ça a été, tu l'as associé à par exemple Quoi ma gueule. Bon, Quoi ma gueule, cette chanson, franchement, ça va, elle me saoule moi. Mais sauf que quand c'est André Dussolier qui est là et qui le fait comme ça, mais tout à coup c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu ne peux plus entendre cette chanson sans penser à André Dussolier dans le salon qui fait Quoi ma gueule. C'est pour ça qu'il y a quasiment une relecture de ces chansons. C'est exactement ça les réactualise. Dans la chanson,
et puis on va chercher dans la chanson, dans le texte, dans le phrasé, dans la voix, tu vois, Johnny, la manière dont il le déclame, tout à coup, ça crée presque une nouvelle manière de percevoir cette chanson parce qu'elle est appliquée à ce personnage, à ce moment-là, dans cette situation. Donc on a un effet d'aller-retour. On va chercher dans la chanson quelque chose et en même temps, le film va lui insuffler quelque chose. C'est ça. Chose, ouais. Et c'est intéressant parce qu'il y a un dialogue en fait qui s'instaure. Et d'ailleurs, dans le travail d'écriture, les chansons, le choix des chansons fait partie du travail d'écriture, c'est évident quand on voit le film. Elles ont été choisies en fonction des comédiens aussi, en fonction des comédiens, en fonction des personnages et en fonction des situations. Donc oui, il y a les paroles en elles-mêmes, ce qu'elles viennent dire, mais il y a aussi le rythme, il y a le genre de la chanson. Enfin, dedans en plus, il y a du rock, il y a de la variété, il y aurait dû avoir du rap, puisque dans une des versions du film, apparemment, ça devait se conclure sur du NTM. Il y avait une des versions où ça aurait pu se terminer sur du NTM en 97, c'est quand même pas... Oui, ça veut dire que c'est tôt dans la carrière d'NTM. Bah ouais, et puis 97, c'est vraiment les débuts de la popularisation du rap français. Il y a encore du chemin à parcourir d'ailleurs. Mais... C'est clair. Mais c'est vrai que oui, c'est extrêmement, extrêmement bien choisi, c'est extrêmement finement fait, et oui, mais maintenant que tu le dis, oui, à quel point ça correspond bien aux tronches et au caractère des personnages, quoi. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux moments où on pourrait se dire tiens, celle-ci moins sûr. Ça c'est vraiment toi par exemple, repris par tout le monde à la fin. Bon, ça manque peut-être de panache d'ailleurs en ce moment. Ouais, peut-être que c'est un peu, ou alors qu'il dure un peu, peut-être un peu trop. Mais c'est vrai que sinon ça correspond. Moi je l'aime bien, ouais, oui. Et ça évite le côté comédie musicale peut-être un peu grandiloquent, c'est-à-dire que le film reste assez ténu et sur la retenue en fait. Assez sobre. Ce qui est presque paradoxal, mais tu comprends que c'est parce que le film justement est plutôt tourné vers l'intimité et les chansons sont pas le prétexte pour foutre le dawa. Et quand il y a ça c'est vraiment toi. Damien de Chazelle, il y aurait eu 4 éléphants dans la salle, de l'artifice et tout le monde aurait fini bourré à poil. D'ailleurs, peut-être petit moment chiant, j'ai le droit. Oui, bien sûr. Jusque-là, ça va. Ah non, jusque-là, très bien. En fait, surtout Damien Chazelle. Il y a un truc assez anglo-saxon dans le film, d'ailleurs, parce que c'est chiant. En fait, le film s'ouvre sur un hommage à Dennis Potter, qui est le grand frère de Harry. Mais j'avais la pardon. J'aime bien faire des filiations. C'est qui? Et ben justement, en fait, j'ai été voir parce que je me disais, ce film est dédié à Dennis Potter. Et en fait, c'est un auteur de théâtre et de télévision anglais qui, dans les films ou en tout cas les épisodes de séries qu'il faisait pour la télé anglaise, intégrait des disques de chansons anglo-saxonnes qui faisaient interpréter en playback aux comédiens. Et déjà dans un esprit un petit peu rigolard, enfin c'était pas du tout dans un but dramatique, au contraire c'était un peu dans un but de se moquer de la société anglaise, etc., en créant une espèce de décalage entre les chansons et ce qui se passait à l'écran. Et René en fait aime beaucoup cet auteur, et en fait il aimait beaucoup cet effet, du coup, ce qui à la base est plutôt un effet pour la télévision, un effet comique. Et du coup, l'hommage est assumé parce qu'il est en début de film, mais c'est un auteur relativement peu connu en réalité. Déjà, ce qu'il a écrit pour le théâtre et la télévision anglaise, ce qui nous arrive en général assez peu en France, du moins une télévision anglaise peut être très référencée, parce qu'en dehors des Monty Python et Mr Bean, finalement, on n'a pas eu grand-chose en France d'avant les années 90 du moins. C'est clair. Voilà, donc c'est juste pour éclairer ceux qui ont déjà vu le film ou qui vont le voir après notre émission, voilà, un petit peu de contexte. Et donc en fait, il reprend cette idée à un auteur anglais, il l'a pas inventé. Cela dit, le playback, personne l'a inventé. Enfin, c'est un truc de cabaret très ancien, ça existe toujours aujourd'hui. Oui, mais comme tu dis, le fait que ce soit pas dans la performance, enfin voilà, comme c'est un film qui est quand même très intime et finalement qui aborde des sujets assez parfois lourds, parfois, enfin. Au début, le film est plutôt léger, parle plutôt de relations familiales, amoureuses, etc. Et vite, on entre pas mal dans l'intériorité des personnages, notamment Bakri qui se sent malade, qui va voir 8 médecins dans le film et qui comprend pas ce qu'il a. Agnès Jaoui qui, pareil, qui est vraiment mal après l'oral de sa thèse. Ouais, c'est ça. Et c'est abordé de manière frontale. C'est ça. Et je trouve que c'est abordé de façon tellement adorable avec Pierre Arditi, justement, qui lui dit bah ouais, ça arrive. Et fait ah ouais, mais ça dure longtemps. Oh bah moi, ça fait 4 ans, mais parfois ça va mieux. C'est Dussolier qui lui dit pardon. ça. Oui, c'est pas Arditi. Je sais pas si c'est que moi, mais moi, quand je vois Arditi, je ris. Je sais pas, sa tête me fait rire. Je sais pas pourquoi. Je tenais à le dire. Ah oui. J'aime bien la bouille qu'il a, moi. Mais je pense que c'est plus contre lui. Enfin, je sais pas, j'ai envie de me foutre de sa gueule quand je le vois. En fait, j'aime pas trop en tant que comédien, mais du coup, il me fait rire. Mais dans le film, là,
dans l'univers rennais, il y a une rencontre qui se fait plutôt bien. C'est vraiment un parce acteur. qu'ils ont déjà travaillé ensemble, c'est ça. Et que avant ça, Jaoui et Bakri avaient déjà scénarisé Smoking No Smoking, où là c'était Azema et Arditi. Mais c'est vrai que je pense que Arditi souffre d'un truc, c'est qu'il est passé à la télévision. Et qu'en fait, on l'a vu dans tellement de boues intersidérales que on a du mal à se rappeler que c'est un super comédien qui fait beaucoup de théâtre. Enfin, et je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est que je pense qu'il a perdu un peu en crédibilité à cause peut-être de beaucoup de choix où finalement c'est presque celui qui a dû faire le plus de films de toute la clique d'acteurs. Tellement il a fait de télé des rôles à la con. Enfin, dans mon souvenir, en fait, aussi bien, on n'a pas fait du tout. C'est vrai que la plupart des acteurs qu'on voit dans le film ont des destins cinématographiques assez glorieux. C'est devenu des figures du cinéma français. Alors, ils n'ont pas fait que des grands films, évidemment, loin de là, mais la plupart sont des acteurs installés du cinéma français, quitte même parfois à avoir une carrière un peu plan-plan, disons. Oui. Bon, ça, c'est peut-être plutôt mon opinion, d'ailleurs, hein, mais... Non, mais Dussolier a maintenant une carrière plutôt plan-plan, quoi. Oui, c'est-à-dire voilà. qu'on reste sur à peu près le même genre de rôle, alors que c'est vrai mais il a une carrière très longue aussi, hein, le mec, faut voir ce qu'il a fait. Mais pour revenir sur la musique, c'est vrai que ça change aussi de ce truc qu'on a de plus en plus... la recherche de la performance vocale, c'est-à-dire un acteur, c'est pas suffisant qu'il soit acteur, il faut aussi qu'il soit chanteur, et donc maintenant ça devient aussi dans tous les biopics ou les trucs, si c'est bien l'acteur qui chante, il a fait 3 mois et demi de conservatoire pour apprendre et c'est chiant parce qu'en fait on est toujours dans cette surenchère de trucs de qui va faire le plus, ça c'est aussi lui qui joue au piano. Ça me fait penser quand il avait sorti Ray, alors c'était bien Jamie Foxx qui jouait parce qu'il a toujours fait du piano, mais il avait aussi des lentilles pour être vraiment aveugle, et il s'était aussi fait couper la bite parce que non mais ça va. Non mais je le rajoute grossièrement. Ça c'est les Américains. Mais voilà, ils font couper la bite pour les rôles. Tu vois, et en France mine de rien, on le fait un peu moins, mais ça, on commence à arriver aussi à ce mimétisme. J'aime bien le contre-pied de Bruno Dumont qui dans La vie de Jeannette, dans Jeannette justement, fait une comédie musicale. Et justement, il capte les voix des performeurs sur le plateau, et c'est pas des chanteurs, et il les a pas spécialement entraînés. Ah oui. Donc on a un truc un peu bizarre au départ, mais où ça finit par être assez sincère. Bon, c'est dans sa démarche aussi. Ouais. Alors moi, pour le coup, je suis assez sensible à ça, et je pense que c'est même en contrepoint à ce que tu dis justement. Complètement. De dire en fait, la chanson n'est pas que performative dans une forme de qualité vocale. La chanson, ça peut être aussi un truc qui vient des tripes, du cœur. Et il y a plein de chanteurs et de chanteuses qu'on peut aimer qui chantent pas forcément ultra bien. Je sais pas, moi j'adore Brigitte Fontaine par exemple. Ou Jane Birkin, parce qu'il y a des gens qui adorent. Et elle est dans ce film. Et par exemple, Jane Birkin on peut pas dire qu'elle chante d'un point de vue de la technique. C'est pas toujours extrêmement précis quand même. Ils n'ont pas que ça à offrir, les chanteurs. Et puis il y a des choses qui sont, qui touchent plus ou moins. Enfin, je veux dire, la musique c'est aussi très subjectif, comme, tu vois. Il y a des trucs où des petites voix fluettes peuvent te plaire, ou au contraire, tu vas préférer justement plus la technique, tout ça. C'est... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est ce qui fait la dimension assez remarquable de ce film-là, c'est d'être, pour revenir sur Harry Potter là, de Denis Potter, je sais pas quoi, c'est que ça crée pas toujours non plus. Les chansons désamorcent ce qui serait sans ça probablement juste un drame, mais par moments aussi rajoutent à la mélancolie, c'est-à-dire notamment à la fin, les chansons de Julien Clerc ou de Pierre Perret, T'en fais pas mon petit loup, ou Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe. Moi, c'est peut-être bien l'une des premières fois où j'ai dû, ou alors je m'invente une vie, mais où j'ai pleuré peut-être devant un film en étant jeune, parce qu'en vieillissant on pleure de plus en plus, parce qu'on comprend les choses et on sait que la vie c'est pourri, mais le moment où elle, donc Dussolier lui chante Julien Clerc alors qu'elle est sur son... Cette scène, elle est bouleversante, quoi. Et donc là, ça rajoute un petit coup. Enfin, ça rajoute un coup de mélodrame. Mais non, c'est brillant, quoi. Franchement, c'est brillant. Personne ne peut refaire un truc comme ça derrière, quoi. Et justement, je me posais la question. Je me disais, tiens, si aujourd'hui on faisait le même film, mais avec les musiques actuelles et avec des acteurs, d'aujourd'hui. Je me demande ce que ça donnerait. Mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est un film de René. On n'a pas beaucoup parlé là, parce que c'est pas le sujet. Il faut pas oublier que c'est René. Et que René est quand même un cinéaste, au-delà d'être un cinéaste confirmé, c'est un cinéaste qui est passé par des formes d'expérimentation, par une certaine modernité cinématographique avec laquelle il s'est un peu détendu avec le temps. Mais malgré tout, c'est un film de quelqu'un qui sait absolument ce qu'il fait et qui est pas là pour faire une comédie musicale, parce que tu parlais que c'est la vraie fausse comédie musicale. Justement, le but de René est absolument pas de faire des musiques le moyen d'amplifier par le spectaculaire ce qui est en train de se jouer, mais au contraire de créer une espèce de dialogue qui parfois a un effet un peu on pourrait presque croire que ça tombe à plat parfois, et parce que ce qui se joue c'est pas le spectacle, on n'est pas à Broadway, quoi. Et donc je pense qu'il faudrait aller chercher justement peut-être du côté d'un cinéaste qui aurait cette intelligence de se dire que la place de la musique
elle est finalement du côté d'un battement de cœur. Enfin, c'est une question très rythmique intérieure, en fait. C'est ça. Et c'est pas du tout la musique comme puissance du spectacle, etc. Mais donc, ça en fait une œuvre vraiment originale. Ah ouais, carrément. Et qui se repose pas sur son concept. Moi, je m'attendais presque à ce qu'il y ait qu'une espèce d'effet de jukebox qui aurait pu me réjouir. Non, le scénario est absolument central et bien les musiques, ficelé, les musiques sont intégrées à ce... Enfin, il y a ce dialogue dont je parlais, quoi. Mais en fait, les musiques, elles prennent peut-être, je sais pas, même pas 10% du film au final. Hein. Oui, il y a des moments où ça va vraiment s'enchaîner, et puis on va avoir des périodes entières sans, où vraiment le film reprend ses droits, enfin dans son sens le plus traditionnel. C'est par moment, en fait. Hein. Ouais. C'est des pointes de musique. Oui. C'est pas du tout, le film est pas envahi par cette musique. Mais bon, peut-être, voilà, si vous écoutez le film, chers auditeurs, faites-nous des retours, peut-être que c'est un film qui fonctionne pas chez certains. Moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que là, ça a fonctionné, quoi. Mais alors, le lapsus, c'était bien, parce que si vous écoutez le film... pas mal, ça fait exprès. Donc, tu voulais dire s'ils écoutent l'émission ou s'ils voient le film? S'ils voient le film après avoir écouté l'émission. Voilà, et vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. Notamment s'il y a quelques jeunes qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Coucou à ceux qui nous envoient des petits messages sur Instagram, d'ailleurs, ça nous fait plaisir. Oui. Oui. Ouais, voilà, peut-être avoir votre avis sur un film qui est d'ailleurs pas si facile que ça à trouver aujourd'hui. Alors, il est en DVD chez Pathé dans une copie pas top. Il n'y a pas de Blu-ray a priori, il est pas tellement sur. Il a longtemps été sur Canal+, mais il y est plus. Impossible de le louer en VOD. Même en VOD payante, je veux dire. Il est compliqué. On parle plutôt de ce qui est légal ici. Mais parfois, moi, ça m'est arrivé dernièrement de devoir pas mal payer, donc acheter louer les films en VOD pour certaines de nos émissions. Et là, nulle part, sur aucune plateforme. Donc j'avais un vieux DivX là, piraté à l'époque où on téléchargeait des films sur les internets. Donc j'ai ça depuis 20 ans dans mon ordinateur. Mais alors oui, c'est un scandale. Donc je vais essayer d'acheter le DVD quand même, mais s'il ne s'est pas réédité, c'est scandaleux. Je sais pas où ça en est. Moi, je sais que le DVD que j'avais sous la main, c'était un DVD Pathé il y a quelques années. La copie était pas terrible. Il y avait quelques bonus sympathiques, dont cette bande-annonce. Où c'est en fait les comédiens qui parlent, qui jouent des paroles de chansons connues qui sont pas dans le film. Et en fait, voilà, vous avez Bakri qui fait elle m'a dit d'aller les siffler là-haut, sur la colline. Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'ils ont inventé Combini en 97. C'était ma blague. Et alors donc ça veut dire une bande-annonce qui reprend absolument rien du film, quoi. Oui, donc non, c'est en fait, on a les acteurs qui sont même pas, qui n'ont pas les costumes qui correspondent au personnage du film et qui font presque l'inverse du film parce qu'ils jouent sans les chanter avec leur propre voix. En fait, ils jouent les paroles de certains films en jouant sur le côté grotesque du fait que en jouant certaines paroles de chansons, tout à coup, elles perdent complètement de leur ampleur et ça devient même complètement absurde en fait. D'accord. Je fais des grands signes à Lénis pour alors on vous rappelle que la semaine prochaine vous pouvez gagner un panier garni. La semaine prochaine on vous parle de Que les gros salaires lèvent le doigt, mais la semaine suivante ça va être à vous de décider quel film nous allons voir et dont nous allons parler, voilà que oui. Et donc on vous met ça normalement en lien de description de l'épisode et suivez-nous sur Instagram aussi. Et oui, on va peut-être mettre des petits sondages. Suivez-nous dans la rue. Et si vous jouez, vous avez une chance de gagner 4 mois d'abonnement à Deezer et comme ça vous pourrez nous écouter sans pub. Juste pour nous écouter. Vous avez un abonnement Deezer, mais vous avez accès que à Ouvert pour Inventaire. Il n'y a rien d'autre d'ouvert dans le. On a été sympa, on vous a mis la discographie d'Alicia Keys, mais bon, ça c'est pour les initiés. Et vous avez jusqu'au 15 mars pour. On arrête les votes au 15 mars pour avoir le temps quand même de voir le film dont on va parler. Oui. Donc voilà, vous avez jusqu'à du coup mercredi prochain, a priori, au moment où on sort cet épisode, pour parce qu'on l'enregistre avant quoi. On n'est pas en direct, surprise. Mais voilà, vous pouvez gagner un petit cadeau. Et en plus, vous allez pouvoir nous entendre parler d'un film que vous avez choisi. Donc je le répète, si vous vous dites, tiens, ça, Quentin, il va pas aimer, votez pour. Oui, choisissez plutôt un truc que vous êtes sûr que je vais pas aimer, parce que c'est beaucoup plus marrant, quoi. Ouais. Non, on se fait chier. Ça fait 2 émissions qu'on aime bien. Ouais, on aime bien, on est tous d'accord. Ça devient mielleux, cette histoire, on va se faire des bisous. Ouais. Ça va peut-être bientôt que ceux qui n'ont pas aimé le film lèvent le doigt. Sur ce, on vous souhaite. On recommande rien, nous. Ah mince, oui, pardon. Est-ce que vous avez des recommandations, les garçons, pardon revoyez les films, voilà, c'est Gromit, c'est super bien et c'est disponible sur Canal+, notamment les courts-métrages. Voilà, c'est tout. J'adore. Très bien, excellent, oui. Moi, je voulais juste vous conseiller une série à Arte, Jeux d'influence en 2 saisons, qu'on trouve sur Canal, mais qui est sur Arte, de Jean-Xavier de Lestrade, ce documentariste. Bref, c'est un truc tout à fait récent avec Alix Poisson et Laurent Stocker, de la Comédie Française, on est obligé de le dire. Sur associé à leur nom. Non, mais ce truc, je crois que sur Pierre Tombal, t'es obligé de le marquer aussi. Hein. Donc sur l'urne et tout le bordel. Oui, alors ça parle de collusion politique,
politique, lobby, environnement et tout. Bon, alors évidemment, c'est un truc pour les gens comme moi qui ont envie qui sont malheureux par essence, parce que évidemment, ça fait pas plaisir comme série, mais elle est admirablement faite. En plus, c'est une série française, donc de temps en temps, ça fait plaisir de dire qu'il y a des séries françaises qui sont bien. C'est sûr. Voilà. Alénis ? Moi, je vous conseille de voir ou de revoir Invasion Los Angeles de John Carpenter, que j'ai découvert il y a pas longtemps à l'Institut Lumière, et dont alors je vous pitche pas trop l'histoire, mais l'acteur principal est un ancien catcheur. Et Piper. Et il y a une scène de combat dans une ruelle qui est incroyable. Et je suis sortie du cinéma, j'ai dit à mon compagnon, je connais ma reconversion professionnelle, je vais devenir catcheuse professionnelle. Bah écoute, ça serait super, ça. Je pourrais t'aiguiller en tant que grand fan de catch. Avec grand plaisir. Et après, j'ai quand même regardé sur internet et j'ai fait, ouais, alors, faut faire de la lutte, faut avoir vraiment un bon entraînement physique. J'étais en mode, ok, ça va peut-être être plus compliqué. On fera une émission sur le catch un jour. C'est l'affaire de quelques mois d'entraînement. Ouais, mais stéroïdes, on est bon. Vraiment, j'étais en mode, c'est bon, c'est ça que je veux faire de ma vie, en fait. J'adore ça. Ce bâtard dans le film, là. Il joue trop bien. Alors si vous voulez voir Invasion Los Angeles au cinéma, je vous conseille juste de surveiller dans les mois qui viennent le programme du cinéma légal de Charlie. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr. Mais toujours, de toute façon. Ensuite. Surveillez ça. Sur ce, on vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée, et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.